Merci beaucoup, cher ami, cher maître, Madame Genani. Bonjour, chers amis, chers collègues. J'ai le plaisir de présenter ce thème d'actualité sur l'obésité et le rhumatisme au cours de cette journée de la serre, donc vers des prises en charge adaptées. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que le surpoids et l'obésité constituent un enjeu majeur de santé publique avec une forte croissance mondiale entraînant des impacts sanitaires et économiques majeurs. Alors, l'obésité est considérée actuellement par l'Organisation mondiale de la santé en 2025 comme une véritable maladie chronique complexe, et on va voir la complexité à travers cette présentation multifactorielle qui est définie non seulement par l'IMC, mais par une adiposité excessive et dysfonctionnelle associée à plusieurs comorbidités, à la croisée entre le métabolisme, la nutrition, l'endocrinologie, la cardiologie et la rhumatologie. Et elle est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la rhumatologie métabolique, qui constitue un défi diagnostique et thérapeutique. Alors, l'obésité, c'est une véritable épidémie mondiale, et vous le voyez à travers cette diapositive, vous voyez les chiffres alarmants. 39% des adultes âgés de 18 ans et plus sont en surpoids. En 2021, il a été noté 2,1 milliards d'adultes en surpoids ou obésité dans le monde, avec une prévision de 3,1 milliards en 2025. Plus de 340 millions d'enfants et d'adolescents jusqu'à l'âge de 19 ans sont en surpoids ou obésité, avec une prévalence qui est beaucoup plus importante chez la femme que chez l'homme, comme on le voit dans cette enquête nationale menée en 2017-2018. C'est une enquête menée au Maroc où on voit que la prévalence était 2,5 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Donc, dans cette présentation, avant d'aborder le vif du sujet, je vais parler de quelques définitions récentes de l'obésité, classification de cette maladie, retentissement et physiopathologie brièvement, pour aborder les interactions pathologiques avec les différents rhumatismes, particulièrement rhumatisme inflammatoire chronique, surtout PR et spondylarthrite. On va voir les interactions entre obésité et arthrose, mais surtout la douleur chronique au cours de l'arthrose, et on va voir les lombalgies, l'hyperuricémie et goutte, deux autres méfaits de l'obésité avant de parler de la prise en charge multidisciplinaire de cette pathologie et conclure. Alors, qu'en est-il de quoi de neuf par rapport à la définition de l'obésité? Vous le savez, l'Organisation mondiale de la santé définit l'obésité comme un IMC qui est supérieur à 30 kg par mètre carré. L'IMC, c'est ce poids qui est exercé sur cette surface en mètre carré, dont le contour est défini par la taille. Sauf que c'est une définition qui est très contestable, parce que, comme j'ai dit au départ, la vraie définition de l'obésité stricto sensu, c'est une augmentation de la masse grasse. Elle ne prend pas en considération la répartition de l'adiposité, elle ne donne pas d'informations sur le fonctionnement des tissus et les organes, et elle ne renseigne pas sur la capacité d'un individu à accomplir ses activités, que ce soit au quotidien ou bien sportif. Donc, d'où la nécessité d'avoir recours à d'autres mesures, comme les mesures anthropométriques. Il est nécessaire de mesurer le tour de taille. On parle d'obésité viscérale chez l'homme quand le tour de taille est supérieur à 102 cm, chez la femme quand c'est supérieur à 88 cm. On peut avoir recours à l'impédensométrie bioélectrique qui donne des renseignements plus précis sur la composition corporelle dans la masse graisseuse, la composition corporelle qu'on peut mesurer par certaines machines d'ostéodensitométrie, et donc ça donne des renseignements beaucoup plus précis par rapport à la composition corporelle et éventuellement la masse graisseuse. Sauf qu'on utilise toujours l'IMC parce que c'est simple à utiliser et reproductible. Deux autres définitions pour deux autres formes cliniques de l'obésité, c'est un sujet d'actualité. Par analogie au prédiabète qui entraîne le risque de diabète, pré-PR qui entraîne le risque de la polyarthrite rhumatoïde. Donc maintenant, on parle de obésité préclinique et obésité clinique. Donc l'obésité clinique, c'est une véritable maladie qui est accompagnée de comorbidités cardiovasculaires, respiratoires, rénales, hépatiques, la stéatose d'origine métabolique, complications ostéo-articulaires. Et on parle d'obésité préclinique. Il n'y a pas de complications, mais il y a des désordres métaboliques qui peuvent se compliquer d'une obésité clinique. Et vous voyez dans cette diapositive le trajectoire de la masse, de l'indice masse corporelle. Donc, il y a un passage d'un stade préclinique à un stade clinique. Donc, de ce concept, actuellement, il y a 35 experts qui ont publié dans le Lancet en 2025 ce modèle diagnostique de l'obésité clinique. Donc, en pratique, il est nécessaire chez une personne qui présente un IMC élevé
d'avoir recours à des mesures anthropométriques ou bien donc mesurer la composition corporelle pour avoir une idée sur la présence ou non des anomalies de la masse graisseuse. Alors, chez les patients, même s'ils sont en IMC élevé, quand il n'y a pas d'excès de la masse graisseuse, on ne parle pas d'obésité, chez le cas de l'athlète. Donc, IMC élevé, mais pas d'excès de masse musculaire, on ne parle pas d'obésité. En revanche, quand on a un excès de la masse musculaire, donc masse graisseuse, il faut voir est-ce qu'il y a des comorbidités associées ou est-ce qu'il y a une altération de la capacité de l'individu. Si c'est le cas, donc on parle d'une véritable obésité clinique. Si ce n'est pas le cas, on parle d'une obésité préclinique et c'est très important de diagnostiquer, de dépister cette obésité préclinique, de la traiter avant l'avènement des complications liées à cette dernière. Donc, qu'en est-il de la classification de l'obésité? Traditionnellement, on la classe par l'IMC. Donc, les trois types d'obésité qu'on connaît, c'est l'obésité modérée, sévère et morbide. Quand l'IMC est entre 30-35 kg par mètre carré, entre 35-40 kg par mètre carré et au-delà de 40 kg par mètre carré. On peut la classer en métaboliquement saine et non saine, quand il y a un syndrome métabolique ou non. Et actuellement, en 2023, la Haute Autorité de Santé française a établi 7 phénotypes de l'obésité selon l'IMC, selon le retentissement médical, c'est-à-dire la présence ou non des comorbidités associées à l'obésité ou secondaires à l'obésité, selon la qualité de vie, est-ce qu'elle est altérée ou non, est-ce qu'il y a des troubles psychiatriques, selon les étiologies de l'obésité, selon la présence ou non d'un trouble de comportement alimentaire et selon le trajectoire de l'obésité. Alors, il est très intéressant de revenir sur cette classification parce que pour un même indice de masse corporelle, vous voyez que la composition corporelle peut être différente. Donc, si on prend le premier cas de figure, le dernier cas de figure, l'IMC est supérieur à 30 kg par mètre carré pour les deux situations, sauf que le premier, c'est un athlète, il n'y a pas d'excès de l'adiposité viscérale, il n'y a pas d'excès de la masse graisseuse, il y a l'augmentation de la masse musculaire, il n'y a pas d'altération de la capacité respiratoire ni cardiaque, et il n'y a pas de syndrome métabolique. Et tout le contraire, on le voit dans l'obésité sarcopénique pour un même IMC. Deuxième cas de figure, c'est deux sujets qui ont un IMC normal, entre 18,5 et 25, alors que le premier, il présente un excès de l'adiposité viscérale, il présente un syndrome métabolique, alors que le deuxième, donc il n'a pas de syndrome métabolique. Donc très important de mesurer l'indice masse corporelle, mais revenir sur la recherche de la masse graisseuse, un excès de la masse graisseuse. Donc, je reviens surtout sur l'obésité sarcopénique, c'est une obésité qui est très fréquente chez nos patients, et particulièrement chez deux populations qu'on voit en rhumatologie. Il y a le sujet âgé et aussi les patients suivis pour maladies inflammatoires chroniques. Surtout la polyarthrite rhumatoïde, on l'appelle l'obésité sarcopénique ou bien la cachexie sarcopénique, et toutes les deux vont entraîner plusieurs complications. Cette obésité sarcopénique est compliquée de l'altération de la qualité de vie, l'augmentation du risque de syndrome métabolique, l'insulinorésistance, pathologie cardiovasculaire, l'augmentation du risque de mortalité et là aussi les conséquences fonctionnelles majeures, surtout c'est les patients qui sont suivis pour maladies inflammatoires chroniques, surtout l'APR, parce qu'il y a ce lien direct ou indirect entre le tissu adipeux, le muscle et aussi l'inflammation. Donc, il y a la sarcopénie, il y a aussi ce qu'on appelle la myostéatose, c'est l'infiltration graisseuse de tissus musculaires, et aussi il y a l'augmentation de certains médiateurs comme les myostatines, la diminution des myokines, donc ça entraîne la fonte musculaire, et puis ça entraîne plusieurs altérations fonctionnelles comme la diminution de tests de l'appréhension, diminution de périmètre de marche, et puis l'augmentation de risque de chute et toutes les complications qui sont associées. Donc, en 2025, on peut considérer l'obésité comme une véritable maladie systémique parce qu'elle est associée à plusieurs comorbidités, que ce soit morbidité liée au syndrome métabolique, pathologies cardiovasculaires, les pathologies respiratoires comme le syndrome de l'apnée du sommeil, les pathologies psychiatriques, l'anxiété, dépression et également les pathologies neurologiques, neurodégénératives, les pathologies cancérologiques néoplasiques et les pathologies musculo-squelettiques, donc on va voir dans cette présentation. C'est une maladie qui est aussi associée à plusieurs impacts, elle entraîne plusieurs retentissements, que ce soit sur la qualité de vie, l'augmentation du risque de décès, psychologique, comme j'ai dit, la dépression, l'anxiété, la stigmatisation, l'isolement, économique, également générationnel, c'est l'augmentation du risque de grossesse
avec prééclampsie, le retard de croissance intra-utérine, avec également la naissance des enfants qui sont obèses. Donc, c'est une pathologie qui est multifactorielle, on le sait. Donc, il y a ce déséquilibre de la balance dépenses et apport énergétique, mais également, il est lié à plusieurs pathologies, que ce soit des médicaments, que ce soit hormonal, l'excès de nutrition, déséquilibre de du microbiote intestinal, et il peut être aussi épigénétique ou bien génétique. Alors, qu'en est-il des retentissements de l'obésité sur les tissus dans cette diapositive, cette diapositive qui explique les mécanismes physiopathogéniques du retentissement de l'obésité sur les différents tissus. C'est simplifié, la physiopathologie est très complexe et donc on peut résumer par l'insulinorésistance, l'augmentation du syndrome métabolique avec l'insulinorésistance, l'accumulation des lipides au niveau tissulaire, le dysfonctionnement métabolique des cellules, l'augmentation des adipokines inflammatoires, la transcription des gènes inflammatoires, l'infiltration des cellules leucocytaires et aussi l'inflammation locale et systémique. Et Mme Kinsey nous a très bien expliqué tout à l'heure cette inflammation qui est augmentée au cours des maladies inflammatoires chroniques. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Première question, quel est le lien entre obésité et rhumatisme? Professeur Kinsey nous l'a expliqué, l'obésité, c'est une comorbidité fréquente au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques. Ça se voit au cours de la polyarthrite rhumatoïde, mais surtout au cours du rhumatisme psoriasique, que ce soit le psoriasis ou le rhumatisme psoriasique, avec une incidence qui peut aller jusqu'à 3 fois supérieure à celle de la population générale. Et ceci est lié au syndrome métabolique qui complique les rhumatismes inflammatoires chroniques. Alors, cependant, l'obésité, c'est un facteur de risque du psoriasis et du rhumatisme psoriasique. Donc, non seulement complique ce rhumatisme inflammatoire chronique, mais c'est un facteur de risque du psoriasis et du rhumatisme psoriasique. Et ça a été confirmé dans différentes études avec une augmentation du passage du psoriasis vers le rhumatisme psoriasique de 6% pour chaque écart type d'augmentation de l'indice de masse corporelle. Alors, pareil pour la polyarthrite rhumatoïde, l'obésité complique ou bien augmente l'incidence de la polyarthrite rhumatoïde, mais il y a des particularités cliniques à la polyarthrite rhumatoïde chez les patients obèses qui compliquent le diagnostic de ce rhumatisme. Généralement, les patients obèses présentant une polyarthrite rhumatoïde, ils ont des synovites qui sont généralement difficiles à détecter cliniquement, donc on a besoin de faire l'échographie pour les mettre en évidence. Deuxième particularité, c'est qu'il y a beaucoup plus de douleurs et d'altération de la fonction chez les patients PR obèses. Il y a moins de formes qui sont séronégatives et paradoxalement, on a moins de formes avec atteinte structurale chez les patients PR et obèses comparativement aux patients qui sont suivis pour polyarthrite rhumatoïde et non obèses. Il y a aussi l'impact des traitements. Les corticoïdes utilisés au cours de la polyarthrite rhumatoïde favorisent la prise de poids. Et l'obésité altère aussi la réponse à certaines DIMARD, que ce soit les conventionnels ou bien les biologiques DIMARD. Donc la question qui reste posée, quel est le lien entre l'obésité et les maladies inflammatoires chroniques? En fait, l'obésité crée un environnement inflammatoire avec donc un environnement qui chevauche avec les maladies inflammatoires immunomédiées. Et comme vous voyez dans ce schéma, au cours de l'obésité, le tissu adipeux va sécréter des cytokines inflammatoires qu'on rencontre au cours des maladies inflammatoires chroniques, c'est le TNF-alpha, l'IL-6, l'IL-17. Elle augmente la sécrétion des adipokines qui sont pro-inflammatoires, et en particulier la leptine, diminue les adipokines anti-inflammatoires telles que l'adiponectine. Ça va augmenter la sécrétion de certaines chimiokines et ça va entraîner la modulation de l'activité des cellules immunitaires avec une éventuelle incidence des maladies inflammatoires chroniques. Aussi, l'obésité, le tissu adipeux, il peut même, donc au niveau du tissu adipeux, il y a les lymphocytes B du centre germinatif qui seront activés et qui sont responsables de la sécrétion de certains auto-anticorps qu'on retrouve dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc, l'obésité aussi modifie la pharmacocinétique de certains conventionnels et biologiques d'IMARD qui nécessitent d'ajustements thérapeutiques. Et donc, finalement, elle n'est pas seulement une comorbidité rencontrée au cours des maladies inflammatoires chroniques, mais c'est un véritable facteur aggravant les maladies inflammatoires donc les maladies inflammatoires chroniques. Donc, on voit cette physiopathologie clairement dans ce schéma. Alors, quand il y a un excès d'obésité, il y a l'hypertrophie des adipocytes
Alors, hypertrophie des adipocytes va être accompagnée par l'apoptose des cellules adipositaires, l'augmentation de l'activation des cellules macrophagiques, l'augmentation de l'angiogénèse et donc la sécrétion par le tissu adipeux, surtout au niveau par l'adiposité viscérale, pardon. Donc, il y aura la sécrétion de cytokines inflammatoires, les adipokines et donc l'emballement du système immunitaire. Et cette inflammation, donc, elle est non seulement locale, mais elle est locale et systémique, ce qui explique l'incidence donc, des maladies inflammatoires chroniques chez les patients obèses. Donc, à travers cette physiopathologie, on comprend bien l'effet de l'obésité sur les maladies inflammatoires chroniques, particulièrement la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique. Donc, chez les patients suivis pour polyarthrite rhumatoïde, ils ont une maladie active, donc ils ont une augmentation de l'activité de la maladie. La réponse au traitement, elle est diminuée. Ce sont des patients qui présentent des comorbidités qui sont déjà fréquentes au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques, et donc ça participe à un rhumatisme qui est difficile à traiter. Et on voit très bien dans cette partie que l'obésité à côté de l'environnement constitue un facteur déclencheur des rhumatismes, comme la polyarthrite rhumatoïde et rhumatisme psoriasique, donc qui va entraîner, comme j'ai expliqué, l'augmentation de l'inflammation, l'activation du système de l'immunité adaptative, la sécrétion des auto-anticorps. Il y aura le passage d'un rhumatisme, d'un pré-rhumatisme vers un véritable rhumatisme, donc le passage du psoriasis vers le rhumatisme psoriasique et le passage des arthralgies dans le cadre d'une pré-PR vers une véritable polyarthrite rhumatoïde, avec une prévalence de l'association entre obésité et rhumatisme inflammatoire chronique de l'ordre de 27 à 37%, et professeur McKinsey l'a dit tout à l'heure. Alors, je vous ai sélectionné certaines études qui montrent effectivement ces différents effets de l'obésité sur les différents rhumatismes inflammatoires, ces effets qu'on vient de voir. Donc, première étude qui parle de l'association entre l'obésité et l'incidence des rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc, c'est une étude d'analyse de randomisation mendélienne. Donc, elle utilise une méthode génétique avec établissement de liens de causalité sans biais de sélection. Donc, c'est une étude qui a été menée quand même chez 361 952 participants de la cohorte UK Biobank, et dont l'objectif, c'était de voir effectivement l'incidence des différents rhumatismes inflammatoires chroniques chez les patients obèses. Donc, en effet, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc une augmentation de l'IMC augmente significativement le risque de toutes ces pathologies rhumatismales, que ce soit le rhumatisme psoriasique dans plus de 80%, la polyarthrite rhumatoïde dans plus de 50%, les spondylarthrites surtout axiales dans 34%, et même le risque de goutte et l'arthrose dans 73 à 49% respectivement. Et donc, vous avez vu que l'obésité n'est pas seulement associée au rhumatisme inflammatoire, mais c'est une véritable cause directe d'apparition des rhumatismes de façon générale, rhumatisme inflammatoire, métabolique ou bien dégénératif. Alors, deuxième étude qui s'est intéressée au lien de l'obésité et l'activité du rhumatisme inflammatoire chronique. C'est une revue systématique et méta-analyse de 17 études avec un total de 6 693 patients entre rhumatisme psoriasique et polyarthrite rhumatoïde. Et le but, c'était d'évaluer l'effet de l'obésité et le surpoids sur l'atteinte de minimal disease activity. Et comme vous voyez dans ce graphique, que les patients obèses ou bien en surpoids avaient moins de chances d'atteindre la rémission ou bien le minimal disease activity sous traitement, sous certains conventionnels d'IMARD et certains biologiques. Dans le même sens, il y a cette étude internationale multicentrique qui a été menée dans 14 pays. Il a été retrouvé que les patients obèses étaient 2,5 à 3 fois moins susceptibles d'être en rémission ou bien le faible niveau d'activité de la maladie. Dans ce tableau, c'est un tableau qui me paraît très intéressant, qui publie dans les recommandations de l'EULAR de 2021. Ce sont des recommandations émises pour parler de l'amélioration du mode de vie chez les patients suivis pour maladie rhumatismale. Et dans ces recommandations, il y avait l'étude de lien entre l'obésité et le retentissement des différents scores d'activité de ces différents rhumatismes, que ce soit le rhumatisme dégénératif, la polyarthrite rhumatoïde, sclérodermie, même les connectivites, sclérodermie, le pus, spondylarthrite axiale et la goutte. Et comme vous voyez, l'activité de la maladie était élevée chez tous les patients obèses. Donc, il y avait un lien entre l'excès de l'indice masse corporelle et l'activité des maladies inflammatoires, métaboliques, connectivites et aussi pathologies dégénératives. Et si on voit le bras polyarthrite rhumatoïde, on voit qu'il y a plus de douleur,
plus d'altération de la fonction chez les patients obèses, plus d'activité de la maladie, il y a de la fatigue, l'excès de comorbidité, l'augmentation de mortalité et paradoxalement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a moins de progression radiographique chez les patients PR obèses comparativement aux patients PR non obèses. Alors, qu'en est-il de la réponse thérapeutique chez les patients obèses? Je vous ai sélectionné 2 études, la première sur la biothérapie, deuxième sur le conventionnel d'IMART. Donc, première étude sur la biothérapie, c'est une revue systématique et méta-analyse qui avait évalué si l'obésité influence la réponse clinique et la rémission chez les patients traités par différents biologiques dans différents rhumatismes inflammatoires. Donc, les biologiques testés, c'était l'anti-TNF-alpha, le tocilizumab, rituximab et l'abatacept. Et les rhumatismes inflammatoires inclus, c'était la polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite axiale. Il y a même la maladie de Crohn, psoriasis et le rhumatisme psoriasique. Et comme ce qui a été attendu, finalement, les patients obèses avaient moins de chances d'atteindre une rémission ou la réponse clinique sous biologiques anti-TNF-alpha, contrairement aux autres biologiques. Donc, on voyait qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre l'obésité et l'effet thérapeutique sous abatacept tocilizumab comparativement aux patients qui étaient sous anti-TNF-alpha. Et donc, il ressort de cette étude et dans la majorité des résultats de la littérature que l'obésité influence surtout l'effet des anti-TNF-alpha et pas ceux de l'abatacept de tocilizumab. Et donc, il faut des stratégies, bien sûr, thérapeutiques personnalisées pour maîtriser l'inflammation, l'activité de la maladie. Les mêmes effets ont été retrouvés pour aussi les autres biologiques, que ce soit même les anti-JAK, les targets synthétiques d'IMARD. Donc, il n'y avait pas l'influence de l'obésité sur la réponse thérapeutique. Donc, le seul biologique qui risque d'aggraver l'activité de la maladie, c'était surtout les anti-TNF-alpha. Alors, qu'en est-il des conventionnels d'IMARD? Cette étude internationale Météor qui avait pour objectif d'explorer l'association entre l'IMC et la réponse thérapeutique sous différents conventionnels d'IMARD chez les patients suivis pour polyarthrite rhumatoïde précoce ou ancienne. Donc, les résultats de cette étude étaient que les patients avec une PR avancée et un IMC élevé étaient moins susceptibles d'obtenir une rémission par le DAS28 à 6 mois. Ils étaient plus susceptibles d'être traités par des associations thérapeutiques. Et le cas, c'était beaucoup plus fréquent chez les patients sous méthotrexate. Donc, les patients obèses étaient sujettes à des augmentations de la dose ou bien à des associations thérapeutiques comparativement aux autres conventionnels d'IMARD. Donc, les patients obèses présenter une exposition plus importante au conventionnel d'IMARD et particulièrement le méthotrexate comparativement aux patients non obèses. Donc, à travers cette revue des rhumatismes inflammatoires et obésité, vous avez remarqué qu'il y a le retentissement de l'obésité sur l'activité de la maladie et particulièrement ça. Et il faut bien sûr des ajustements thérapeutiques. Donc, maintenant, les questions qui se posent en dehors des ajustements thérapeutiques chez ces patients, est-ce que si on expose les patients à un régime hypocalorique, est-ce que ça permet d'améliorer l'activité de la maladie et le syndrome inflammatoire biologique? Est-ce que les traitements actuellement utilisés contre l'obésité ont-ils un effet sur le rhumatisme inflammatoire? Et qu'en est-il de la prise en charge, la prise du poids sous traitement par biologique d'IMARD? Donc, à la première question, oui, les patients, comme vous le voyez dans cette étude prospective qui a été menée chez des patients suivis pour rhumatisme psoriasique, donc l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer la corrélation entre l'indice de masse corporelle et l'activité de la maladie, et surtout chez les patients qui ont subi un régime hypocalorique. Et effectivement, donc, il y a une association statistiquement significative entre la perte de poids et l'obtention de faibles niveaux d'activité de la maladie. Vous le voyez, donc, les patients qui ont perdu 5% du poids, 5, 10%, 10%, donc plus il y a la perte du poids, plus il y a l'obtention de minimal disease activity. À la deuxième question, l'effet du traitement anti-obésité sur les maladies rhumatismales. Donc, on voit la réponse dans cette cohorte Forwood. C'est une étude qui a été menée chez des patients suivis pour polyarthrite rhumatoïde, arthrose, fibromyalgie, rhumatisme psoriasique. Et donc, plus de la moitié des patients étaient diabétiques et la majorité était obèse. Donc, il avait un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré et était sous traitement amaigrissant. Donc, l'objectif de cette étude, c'était de comparer l'évolution des symptômes chez les patients ayant perdu 5 à 10% du poids à 6 mois. Et comme critère d'évaluation, c'était l'évaluation rapportée par le patient par des questionnaires spécifiques, surtout des questionnaires PASS pour Patient Assessment Score et aussi le PRO, Patient Reported Outcomes. Effectivement, 10,5% des patients ont perdu 5% du poids à 6 mois.
Et cette perte du poids était associée à une augmentation statistiquement significative des questionnaires d'évaluation de l'activité de la maladie, de la douleur et de la fonction articulaire. Et le bénéfice n'était présent, marqué que chez les patients qui étaient en surpoids. Ça veut dire qu'on ne va pas exposer les patients non obèses à un traitement anti-obésité pour permettre de réduire l'activité de la maladie. Donc, l'effet n'est bénéfique que chez les patients qui ont une obésité avec un IMC supérieur à 30. À la dernière question, qu'en est-il de la prise de poids sous traitement? Donc, on voit certains patients en pratique qui sont sous biologique et qui prennent du poids sous biologique. Donc, dans cette analyse de la cohorte observationnelle de Toronto, c'est une large étude qui a été menée de 1978 à 2024 chez des patients suivis pour rhumatisme psoriasique. Et dans cette étude, il a été évalué la variation du poids entre l'initiation du traitement et un an après l'initiation des différents traitements. Et donc, il y avait une comparaison du poids chez les patients qui étaient sous conventionnel d'IMAD versus biologique d'IMAD versus target synthétique d'IMAD. Et comme comparateur, c'était les patients sous anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les patients qui n'étaient pas sous traitement. Donc, c'est une étude qui inclut 1754 patients avec rhumatisme psoriasique, 238 patients étaient sous métaux, 589 étaient sous anti-TNF-alpha, 42 étaient sous anti-JAK et 70 étaient sous apremilast. Le reste était sous autres biologiques. Et en effet, effectivement, comme résultat, il n'y avait pas de prise de poids avec l'initiation des biothérapies telles que les anti-L17, anti-L23 et conventionnels d'IMAD. Mais, comme vous voyez ici, donc, il y avait beaucoup plus une prise de poids chez les patients qui étaient sous anti-TNF-alpha et voire sous anti-IL12, IL23. Il y avait une perte de poids chez les patients qui étaient sous apremilast. Donc, voilà le tour des questions par rapport à l'obésité et premier rhumatisme, surtout rhumatisme inflammatoire chronique. Qu'en est-il de l'obésité et arthrose, mais tout particulièrement la douleur arthrosique chez les patients obèses? Et on va voir qu'en est-il des lombalgies. Alors, le lien entre l'arthrose et l'obésité, il est décrit. Donc, on sait que plus le patient est obèse, plus il y a l'augmentation de risque de l'arthrose. Plus l'IMC est supérieur à 25, plus il y a un risque qui est augmenté de 4 fois par rapport à la population générale, que cette maladie, cette obésité expose à l'arthrose, que ce soit au niveau des articulations portantes et même pour les articulations non portantes comme l'arthrose digitale, avec un risque qui est de 11%. Mais le lien entre l'obésité et l'arthrose dépasse la seule surcharge mécanique et c'est lié aussi à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'excès de la masse graisseuse, la fonte musculaire, la sécrétion de cytokines inflammatoires, les adipokines vont exposer les patients obèses à plus d'atteintes structurales et plus de douleurs d'origine arthrosique. Alors, les deux questions qui se posent, c'est surtout quelles sont les causes de la majoration, de cette amplification de la douleur arthrosique chez les patients obèses. Donc, elle est expliquée par la surcharge mécanique, par cette inflammation locale et systémique liée à la sécrétion de ces différents adipokines et cytokines inflammatoires qui vont libérer des médiateurs inflammatoires qui sensibilisent les nocicepteurs articulaires. Il y a aussi la dysbiose intestinale qui est très fréquente chez les patients obèses et qui va entraîner l'influence sur la production des neuromédiateurs tels que la sérotonine et la gabapentin qui modulent la douleur. Il y a les comorbidités associées à l'obésité telles que le syndrome métabolique et la dépression qui vont amplifier cette douleur avec l'inactivité. Et aussi, il y a ce qu'on appelle chez les patients arthrosiques obèses l'hyperalgésie métabolique. Cette hyperalgésie métabolique est liée à des modifications neuro-inflammatoires centrales indépendamment de la sévérité radiologique des lésions. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette discordance radioclinique de la douleur chez les patients ayant une arthrose. Alors, parmi l'explication des mécanismes, la majoration de la douleur arthrosique chez les patients obèses, c'est cette augmentation de la sécrétion des médiateurs qui sont impliqués dans l'hyperexcitabilité des voies nociceptives, comme les cytokines inflammatoires, la sécrétion de nerve growth factors, les chimiokines, les dysfonctionnements des récepteurs qui sont impliqués dans la douleur, donc l'excitabilité des voies nociceptives ascendantes, et il y a aussi la neuroplasticité avec l'hypersensibilité centrale, alors qui explique cette douleur qui est nociplastique chez les patients qui ont une arthrose chronique.
Donc, on a vu que l'obésité augmente l'incidence de la maladie, elle majore la douleur chez les patients qui ont une arthrose, mais aussi elle altère la qualité de vie des patients qui ont une obésité. Et on le voit dans cette très belle étude qui avait comme objectif de déterminer si les caractéristiques cliniques, la qualité de vie, les paramètres de la marche différaient selon les différentes classes de l'obésité. Et on le voit donc effectivement que plus l'obésité augmente, plus il y a les douleurs, donc l'aggravation et l'amplification de la douleur chez les patients arthrosiques, plus il y a l'altération de la qualité de vie et plus il y a la diminution de la vitesse de marche chez les patients obèses. Et finalement, donc l'obésité entraîne aussi ce qu'on appelle le syndrome d'inactivité déconditionnement. Donc il y a ce cercle entre l'augmentation de l'incidence de la maladie, l'amplification de la douleur, l'altération de la qualité de vie et enfin, donc, il y a aussi le retentissement musculaire et donc l'inactivité et déconditionnement physique. Alors, qu'en est-il de l'obésité et l'embalgie chronique? Il n'y a pas d'actualité. On sait que la prévalence de l'obésité chez les patients lombalgiques est fréquente. Ça peut aller jusqu'à 68%. L'obésité augmente de 1,5 le risque d'hernie discale et l'obésité, elle fait partie des facteurs de risque de discopathie dégénérative et aussi elle fait partie des autres causes de lombalgie commune telles que l'arthrose articulaire postérieure, la dyscarthrose et également donc la lombarthrose. Sauf que l'obésité est un facteur de risque confirmé de chronisation des lombalgies chez les patients et donc on le voit dans cette très belle étude longitudinale sur 11 ans. C'est une étude norvégienne qui avait comparé les patients qui avaient à la base, à l'inclusion, une lombalgie chronique versus des patients qui n'avaient pas de lombalgie chronique. Et donc, il a été constaté que les patients qui étaient déjà atteints de lombalgie chronique, ils avaient le risque de récidive et de persistance de la lombalgie avec l'augmentation de l'IMC, que le risque est plus élevé chez les femmes, surtout quand l'IMC est supérieur à 35, que chez les femmes, il y a jusqu'à plus de 68% de risque de lombalgie chronique en cas d'obésité sévère et que chez l'homme, le risque est élevé si l'obésité est modérée. Donc, on a vu le rhumatisme inflammatoire chronique, on a vu le rhumatisme dégénératif. Qu'en est-il du rhumatisme métabolique? Là aussi, il n'y a pas d'actualité. On sait que l'obésité se complique de syndrome métabolique, d'hyperuricémie qui fait le lit de crise de goutte, et que la prévalence de l'obésité est fréquente chez les patients avec hyperuricémie et goutte, avec une prévalence qui peut aller jusqu'à 53%. Et ceci est lié à ce lien entre les deux pathologies. Donc, obésité entraîne l'augmentation de syndrome métabolique. Qui dit syndrome métabolique dit l'augmentation de l'obésité abdominale, l'intolérance au glucose, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle, l'augmentation de la réabsorption d'acide urique, l'hyperuricémie et l'hyperinsulinisme avec insulinorésistance et donc hyperuricémie et goutte. Alors, la question, là aussi, qui reste posée, en dehors du traitement de l'hyperuricémie et la goutte, est-ce que la perte de poids peut aider les patients à faire baisser l'uricémie? Oui, ça a été retrouvé dans plusieurs études, comme cette étude prospective qui a été menée chez 12 379 patients, avec un suivi annuel sur 7 ans, et on voit que plus le patient perd du poids, plus il y a la diminution de l'uricémie. Alors, pour résumer cette partie, finalement, on a vu l'association de l'obésité avec les différents rhumatismes, rhumatisme dégénératif, rhumatisme métabolique, rhumatisme inflammatoire chronique. On a vu qu'il y a une augmentation de l'incidence de l'activité de la maladie pour tous ces rhumatismes, l'augmentation de la sévérité de ces différents rhumatismes. Il y a une augmentation de la progression radiographique structurale, sauf paradoxalement pour la polyarthrite rhumatoïde, et il y a une réduction de la réponse thérapeutique avec tous ces rhumatismes et dans la PR spondylarthrite, surtout avec les anti-TNF-alpha. Alors, je vais rapidement parler de deux autres méfaits de l'obésité avant de passer au traitement. Alors, vous le savez, je passais rapidement, vous savez que l'obésité, c'est un facteur de risque de déficit en vitamine D. Ceci est lié à la séquestration de la vitamine D au niveau de tissu graisseux, diminution de l'expression des récepteurs à la vitamine D. Et il y a ce paradoxe entre l'os, fracture et obésité. Donc, on sait que chez les patients obèses, la densité minérale osseuse elle est augmentée par rapport à la population générale, que les marqueurs du remodelage sont généralement diminués,
que la résistance osseuse elle est élevée et qu'il y a la réduction du risque de fracture qu'on voit chez les patients qui ont une ostéoporose post-ménopausique, c'est-à-dire la réduction du risque de fracture de la hanche et du bassin. Sauf que l'obésité expose les patients à un risque de fracture, surtout fracture de l'humérus et fracture de la cheville, et aussi les sujets ou bien les patients obèses ont aussi des facteurs de risque de perte osseuse, surtout quand ils sont soumis à des régimes restrictifs, sans renforcement musculaire, donc d'où la nécessité d'associer une activité physique en charge et contre résistance chez les patients qui sont soumis sous régime hypocalorique, que le risque de stéporose augmente avec les analogues de GLP-1, sauf le risque de fracture, et surtout augmente chez les patients qui subissent la chirurgie bariatrique. Donc la perte de poids, elle est très importante, il y a des modifications corporelles, et donc ça expose au risque d'ostéoporose et aussi de risque de fracture. Alors, qu'en est-il de la prise en charge thérapeutique? Donc, la question qui se pose, quelle est la meilleure stratégie thérapeutique, surtout pour faire perdre du poids à nos patients obèses? Donc, la meilleure stratégie thérapeutique, c'est celle qui combine une approche multidisciplinaire. Donc, il y a le changement des habitudes alimentaires, privilégier plus d'alimentation riche en légumes et fruits, réduire l'alimentation qui est transformée, l'augmentation de l'activité physique, mais modérée, avec donc une activité aérobique à raison de 150 à 300 minutes par semaine, 2 fois renforcement musculaire et aussi le travail d'équilibre et de souplesse, et aussi tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale, le support social, et donc il y a la place bien codifiée des traitements médicamenteux, que ce soit par voie orale ou bien par la chirurgie. Et l'objectif du traitement, c'est ne pas uniquement faire baisser le poids aux patients, mais aussi c'est pour prévenir le risque de comorbidité et également de traiter ces comorbidités. Alors, dans ces diapositives, vous voyez les différentes stratégies thérapeutiques chez les patients obèses. Donc, toujours modification des habitudes de vie, le traitement, c'est-à-dire l'alimentation équilibrée, l'exercice physique, thérapie cognitivo-comportementale, la gestion de l'environnement, un bon sommeil, bonne émotion, exercice physique. Et il y a la place des traitements dans la stratégie thérapeutique, bien codifiée, surtout chez les patients qui sont en surpoids avec au moins une comorbidité, ou les patients qui sont obèses avec un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d'échec de traitement par voie orale ou indiqué chez les patients qui ont une obésité qui est morbide, avec un IMC supérieur à 40. Et il y a aussi des thérapies émergentes, même thérapies génétiques. Alors, parmi les médicaments qui sont actuellement d'actualité dans le traitement de l'obésité et au-delà de leur effet métabolique, c'est les traitements par les analogues de GLP-1. Le GLP-1, c'est cette incrustine qui est sécrétée par les cellules épithéliales du tube digestif en réponse à l'alimentation. Et comme vous le voyez, elle a des effets ubiquitaires, pléotropes. Donc, ça diminue l'appétit. C'est pour ça que ça explique la perte de poids. Ça diminue la vidange gastrique. Mais elle a une action sur la diminution de glucose, l'augmentation de l'insuline. Et aussi, elle a une action, parce qu'elle contient des récepteurs au niveau des cellules immunitaires, elle a une action anti-inflammatoire et la gestion des cellules immunitaires, et puis d'autres actions, la diminution de la stéatose d'origine métabolique, les pathologies cardiovasculaires, neurodégénératives, et puis musculo-squelettiques. Alors, ceci a été confirmé dans différentes études randomisées et contrôlées. Vous voyez que ces médicaments sont utilisés à la base pour traiter le diabète. Ils ont montré leur accent sur la réduction du poids chez les patients diabétiques et non diabétiques, la réduction du risque de mortalité, la réduction du risque des pathologies, des événements cardiovasculaires liés à l'obésité, le risque d'hospitalisation par insuffisance cardiaque et aussi le risque d'insuffisance rénale. Il y a plus d'une vingtaine, trentaine des analogues de GLP-1 qui sont disponibles, mais il y en a 3 au Maroc qui sont approuvés pour traiter les patients diabétiques type 2 en surpoids, ou en obésité, pardon. Donc, c'est surtout le sémaglutide, le liraglutide et du laglutide. Et il y a plusieurs publications qui ont été testées chez les patients arthrosiques pour voir l'effet de ces médicaments sur la douleur et aussi sur l'effet structural. Donc, pour résumer l'effet des analogues de GLP-1, en fait, ils ont un effet indirect sur l'arthrose en agissant sur la perte de poids et en agissant sur la réduction du syndrome métabolique. Dans les études in vitro, ils ont montré que les analogues de GLP-1
Ils contiennent des récepteurs au niveau du cartilage, le tissu synovial et l'os sous-chondral. Donc, ça réduit le catabolisme du cartilage, ça diminue l'épaississement synovial et la synovite, et ça diminue l'ostéophyte. Et donc, ils ont un effet à la fois structural et antalgique. Et des essais sont en cours maintenant pour valider l'efficacité de liraglutide en intra-articulaire. Donc, je ne vais pas détailler ce tableau, c'est juste pour vous montrer que les stratégies thérapeutiques de l'obésité sont bien codifiées. Il faut passer par le traitement des comorbidités. Et donc, il y a des cibles thérapeutiques chez les patients qui sont en obésité. Chez les patients qui sont obèses de type 1, il faut réduire 5% le poids. Les patients qui ont une obésité de type 2, il faut une réduction de poids de 10%. Et chez les patients qui ont une obésité morbide, il faut une réduction de 15% du poids. Et le traitement, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est bien défini, selon qu'il s'agit d'un surpoids avec comorbidité ou une obésité qui est avérée. Donc on donne un traitement médicamenteux ou on passe à la chirurgie bariatrique. Donc, il y a certaines références, je vous ai mis ici certaines références très actuelles qui parlent des analogues de GLP-1, comme ces recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et les recommandations de la Société européenne du traitement de l'obésité. Alors, pour conclure, finalement, donc, on a vu que l'obésité elle est responsable de plusieurs rhumatismes, que ce soit le rhumatisme métabolique, rhumatisme dégénératif, maladie inflammatoire chronique, via le syndrome métabolique, l'inflammation et aussi le poids. Et il faut une bonne évaluation du patient. Il faut que l'approche thérapeutique soit multidisciplinaire, en n'agissant pas uniquement sur l'obésité, mais aussi en modifiant la qualité de vie des patients, en agissant sur la comorbidité et la mobilité. Il faut bien éclairer le patient par rapport aux options thérapeutiques et surtout, il faut un suivi avec une réévaluation régulière de nos patients. Je vous remercie de votre attention. Merci Kautar pour cette excellente présentation, comme d'habitude, bien sûr. Et donc là, je laisse la parole à la salle s'il y a des questions sur ce. Quand je voyais les comorbidités, comme l'obésité en faisait partie, comment c'est intéressant quand on compare dans la dépression en particulier, ceux qui ont un poids normal, ceux qui ont un poids légèrement élevé, donc juste un excès, et ceux qui sont obèses, comment la dépression, mais alors, augmente à des chiffres incroyables. Et c'est pour ça que peut-être, justement dans l'article, il parlait bien entendu des conseils sur l'activité physique, et juste je voulais faire une parenthèse, pourquoi ? Parce qu'actuellement, dans tous les pays d'Amérique du Nord et en Europe, on est en train de penser à faire aux patients sur ordonnance une activité physique qui sera remboursée par les organismes de prévoyance. Donc je crois, bon nous on est encore loin, mais c'est pas grave, il faut quand même dire aux patients de faire de l'activité physique. Et je vous avoue que ça les aide énormément, indépendamment des produits qu'on peut donner, parce que je sais que quelques patients, je suis sûre que tout le monde les a, sont sous analogue du GLP-1 en particulier, et c'est vrai que il y a des réponses variables. Moi, j'en ai une qui a perdu 1,5 kg. Je viens de la prendre cette semaine. Je me dis, je l'ai pris 2 mois et ça n'a rien fait. Je ne citerai pas le produit. Et j'en ai quelques-uns qui sont à 12-14 kg de perte et qui ne sont pas diabétiques, qui sont juste traités, bien entendu, pour l'obésité. Oui, c'est très important. Même dans le papier de l'Organisation mondiale de la santé de 2025, il insiste sur ça. Il dit très bien que ce ne sont pas des médicaments miracles. Il faut que ça soit combiné avec les autres moyens pour faire baisser le poids. Et éventuellement l'activité physique. Docteur Albessi. Merci, cher Kautar, de cette belle présentation, comme d'habitude. J'ai une question juste concernant donc les analogues du GLP-1. C'est vrai que l'obésité et le rhumatisme, obésité chez un malade qui a un rhumatisme, ça fait un double fardeau. Il faut s'occuper et du rhumatisme et de l'obésité qui sont interconnectés. Ma question est la suivante. Est-ce que vous, au CHU, vous avez des contacts avec les endocrinologues et les diabétologues? Est-ce que eux, en traitant leurs malades pour leur diabète ou pour leur obésité, ou les deux, ont moins de rhumatisme chez ces malades?
Merci, docteur Bassi, pour cette question. Oui, on a un service de rhumatologie qui s'occupe des traitements des patients obèses. D'ailleurs, pour les molécules qui ont l'AMM dans l'obésité, j'avais demandé à une amie endocrinologue pour me dire parmi les différents analogues lesquels ils prescrivent. Effectivement, ils le prescrivent chez les patients, mais il me dit qu'il a l'AMM pour les patients obèses mais diabétiques. En endocrino, chez les patients, il faut qu'ils soient diabétiques. Ailleurs, en Amérique ou en Europe, ils peuvent le prescrire uniquement chez les patients obèses. Dans les différentes recommandations, c'est surpoids avec obésité ou obésité. Maintenant, est-ce qu'ils nous envoient les patients pour avoir le recul par rapport aux patients rhumatisants? Je n'ai pas demandé. Je m'ai demandé, mais il va falloir qu'on collabore ensemble. On envoie les patients obèses chez eux pour la prescription des médicaments, parce que je sais que c'est les endocrinos qui doivent le prescrire. Et nous envoyer les patients qui sont obèses et qui ont un rhumatisme, ne serait-ce que le rhumatisme dégénératif qui est fréquent. Oui, professeur McKinsey. En complément à ce que vient de dire docteur Bassi, à l'étranger, maintenant, il y a des études, on commence à donner en même temps les biothérapies et les analogues de SGP1 sans diabète. Et donc, l'objectif, c'est pour diminuer le poids, pour avoir la cible thérapeutique. Et je crois, pas chez nous, mais à l'étranger, donc ça revient au rhumatologue de gérer les deux produits, c'est-à-dire l'agent biologique et les analogues de GLP1. Oui, non, le traitement local, c'est pour l'arthrose, c'est en intra-articulaire, mais pour les rhumatismes inflammatoires et surtout le rhumatisme psoriasique, maintenant, il y a des études qui associent les deux, les agents biologiques et les analogues de SGP1. Mais c'est au rhumatologue, de traiter les deux, de gérer les deux traitements. Il le faut. Je sais qu'il y a certains collègues internistes qui le prescrivent. J'ai une patiente traitée par un interniste qui a prescrit l'analogue de GLP1. Mais d'après mon ami, parce que je n'ai pas d'expérience pour la prescription du produit, elle m'a dit qu'il a l'autorisation pour le remboursement au Maroc quand il y a un diabète et obésité. Et il y a effectivement des études qui sont en train de tester l'effet, l'association des conventionnels d'IMARD avec l'analogue pour savoir est-ce que ça va effectivement maîtriser l'inflammation des patients rhumatisants. Oui, professeur McKinsey. GLP1, merci mademoiselle. Des analogues du GLP1 et il faut vraiment attirer leur attention parce que elles ont acheté ça à l'étranger et elles le prennent sans contrôle ici. Donc attention, c'est extrêmement important parce que et à l'étranger ils le délivrent par les médecins hors endocrinologues. Oui. Donc, il peut être délivré mais sans remboursement en fait. Donc, je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci, cher Kautal.